Nous affirmons que nous sommes prêts à une intervention militaire directe dans l'un des cas suivants. La formation de toute nouvelle alliance avec les États-Unis et Israël contre la République islamique d'Iran et l'axe du djihad et de la résistance. La conduite d'opérations hostiles contre la République islamique d'Iran ou tout pays musulman depuis la mer Rouge par les États-Unis et Israël, ce qui ne sera pas toléré. La poursuite de l'escalade contre la République islamique et l'axe du djihad et de la résistance, conformément aux exigences du théâtre d'opérations militaires. Il n'y a là aucune ambiguïté sur le projet. Oui, et on peut ajouter 2 éléments à ce qui vient d'être dit. Premier élément, c'est la capacité qu'a eu l'Iran, le régime iranien, d'activer les Houthis. Alors bien évidemment, on ne sait pas dans quelle mesure ce missile qui a été tiré, est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il y a eu un ordre du régime de Téhéran, de ce qu'il en reste aujourd'hui? Mais la réalité est que le lien continue d'exister et que cette capacité de l'Iran à activer cette milice, elle donne quand même à nouveau une image du fait que le régime tient debout, y compris avec ses proxys, avec celui-ci. Le deuxième élément, c'est les États-Unis n'ont pas dissuadé les Houthis d'intervenir. Le calcul des Américains, c'est que par leur puissance de feu combinée avec celle des Israéliens, ils anéantiraient en quelque sorte toute velléité d'intervention des Houthis parce que ça coûterait trop cher. Eh bien, ces derniers, malgré la puissance de feu combinée des États-Unis et Israël, ils ont décidé de tirer un missile à un moment où, par ailleurs, on parle beaucoup et de plus en plus dans les médias américains des problèmes d'approvisionnement en munitions de ces 2 aviations, mais aussi de la composante aéronavale américaine. Autrement dit, on est peut-être dans un moment où si les Houthis augmentaient leurs frappes alors que les Américains et les Israéliens ont des moyens de riposte qui baissent un peu et qu'ils doivent frapper l'Iran, eh bien la guerre, petit à petit, bascule en faveur, entre guillemets, du régime iranien. Alors, une escalade, effectivement, une tentative et une tentation d'escalade encore plus grande. Mais ce qu'il faut savoir, à mon avis, l'événement le plus important n'est pas là. Les États-Unis, avec Israël, ont procédé à des bombardements contre les Houthis. Mais depuis, si mes souvenirs sont bons, le 6 mai 2025, les États-Unis ont signé une trêve avec les Houthis. Et donc l'événement aujourd'hui, c'est le réveil de ce danger yéménite. Rupture de la trêve. Rupture. Alors, ils n'ont pas attaqué un bateau américain. Ils ont visé Israël. Voilà, ils ont visé Israël, ce qui est une manière de dire, sous pression de l'Iran sans doute, allez, on y va, mais on ne touche pas à notre accord avec les États-Unis. Ça, c'est assez notable. Mais l'événement, c'est qu'effectivement, à un moment donné, sous injonction de Téhéran, on peut le penser raisonnablement, les Houthis sont en train d'entrer dans l'escalade. Alors, je voudrais qu'on aille faire un tour du côté précisément d'Israël, retrouver notre envoyée spéciale sur place, Lise Vogel. Bonjour Lise, voilà. Nous l'avons, elle est filmée par Lara Péquez. Lise, comment réagit la société israélienne à l'irruption des Houthis dans ce conflit? Est-ce qu'on se dit, c'était inévitable, c'était prévisible, ou au contraire, ça annonce l'ouverture d'un front supplémentaire qui peut poser problème pour Israël? Alors il y a plusieurs choses, Patrice. Ici, finalement, la question pour la majorité des Israéliens avec lesquels j'ai pu m'entretenir, ça n'était pas de savoir si les Houthis allaient intervenir dans ce conflit, mais plutôt quand est-ce qu'ils interviendraient. Et donc ça y est, au 29e jour de cette guerre contre l'Iran, les Houthis ont tiré ce premier missile. Ce qui est compliqué en fait pour les Israéliens, c'est que cela intervient à un moment où il y a eu des déclarations ces derniers jours qui disent que les forces armées israéliennes, elles ne sont pas dans une bonne posture. Il y a un épuisement des réservistes notamment. Il y a aussi une pénurie de soldats. Il y a même eu des propos rapportés du chef d'état-major israélien qui aurait dit devant le cabinet de guerre que ces forces sont au bord de l'effondrement interne. Donc c'est un vrai sujet pour les Israéliens que d'avoir un tir des Houthis à ce moment-là. Comme le disaient vos invités en plateau, évidemment à ce stade c'est un seul missile. Mais en fait ce que ça signifie pour les Israéliens,
Israéliens, c'est qu'il faut, dans ces conditions, que le système de défense anti-aérien d'Israël, aussi performant soit-il, eh bien, il soit capable d'intercepter à la fois un missile qui vient du Yémen et donc du sud. D'ailleurs, le missile de cette nuit visait le sud d'Israël. Et puis en même temps, il y a les roquettes et les drones envoyés par le Hezbollah au nord et des missiles qui viennent d'Iran, comme cette nuit, un missile à sous-munitions qui a causé de nombreux dégâts dans Tel Aviv. Et d'ailleurs, une personne a même perdu la vie. Lise, puisque vous évoquez le sud Liban et que je vous tiens, on sait que l'armée israélienne grignote de plus en plus de terrain au sud du Liban. Est-ce que la création d'une zone tampon, comme on a pu la connaître par le passé, notamment entre 1978 et l'an 2000, est aujourd'hui actée, à minima, dans l'esprit de l'opinion publique ? Ce qui est acté dans l'esprit de l'opinion publique, c'est que les forces armées israéliennes, les soldats, doivent faire ce qu'il faut pour sécuriser au maximum le territoire israélien. Vous savez, dans l'esprit des Israéliens, il n'y a rien de plus important que leur sécurité nationale et que la sécurité de leur territoire. C'est d'autant plus vrai après le traumatisme du 7 octobre. Et de ce fait, on sent chez les Israéliens, en tout cas tous ceux avec lesquels nous discutons ici dans le centre du pays, qu'il n'y a pas de volonté de prolonger indéfiniment une guerre ou une occupation du sud Liban. Mais en revanche, chacun ici estime que l'armée doit se tenir dans le sud du Liban comme elle doit se tenir à Gaza, tant que la situation ne sera pas optimale pour les Israéliens. Et ça veut dire bien sûr le désarmement complet du Hezbollah et le désarmement également définitif du Hamas. Et on sait bien sûr aussi que ce sont des buts très difficiles à atteindre. Lise Vogel, en direct de Tel Aviv, sur des images de Lara Péquez. Puisqu'on a fait une petite digression sur le Liban, on peut peut-être y rester ne serait-ce que 2-3 minutes. Joseph Maïla, vous vouliez peut-être apporter, un commentaire complémentaire à cela. Effectivement. On n'est plus dans la logique de la zone tampon. C'est terminé, cela. La zone tampon, c'était 1985-2000. Les Israéliens sont partis. Une zone tampon, c'est une zone contrôlée par les Israéliens, mais avec la population qui reste sur place. Or, aujourd'hui, on est à 1 150 000 réfugiés en provenance du Sud. C'est-à-dire de personnes qui vivaient dans le Sud et qui sont partis vers le Nord et vers l'Est, c'est-à-dire vers la Bekaa. Deuxième point, on est dans une logique aussi de la politique de la terre brûlée. Les villages sont non seulement désertés, mais ils sont, pour certains, rasés. Et donc, aujourd'hui, hier soir, le commandant en chef de l'armée israélienne, de Tsahal, a fait une inspection dans le sud libanais et les Israéliens sont entre 6 à 8 kilomètres de la frontière nord-est du Litanie. Donc, on s'approche. Le fleuve, hein. C'est une autre, du fleuve Litanie. Donc, on est dans une autre logique qui n'est pas tellement une logique d'occupation, mais une logique de terre brûlée visant véritablement à faire de cette zone tampon une zone interdite. Juste un point par rapport à ce que vient de dire le professeur Malia, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe en politique internationale, c'est un peu le prolongement de ce que nous vivons dans nos politiques nationales. C'est-à-dire qu'on n'a plus des groupes politiques qui s'affrontent sur la base d'idées, sur la base de revendications. On a des gens qui se considèrent de plus en plus comme des ennemis et qui considèrent qu'au fond, leur seul objectif, c'est d'abattre l'autre partie. Donc, on voit bien que même sur ces conflits internationaux, on aurait pu avoir des revendications beaucoup plus fortes. Là, et vous avez entendu le responsable outil, c'est dire destruction en face. À partir de là, le conflit devient plus compliqué à gérer parce que quand vous avez des revendications claires, on peut dire on prend pas, on n'accepte pas, et puis on trouve un compromis acceptable pour les parties. Là, vous avez en face de vous une partie qui dit ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de détruire l'autre. Et là, vous avez de moins en moins de pouvoir, parce qu'en réalité, vous avez des gens qui sont extrêmement fanatisés, qui sont prêts à mourir, et qui disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est la destruction. Et là, vous avez moins de force, moins de parade. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui du camp occidental, et qui se manifeste un peu partout, que ce soit aux États-Unis, mais pour nous aussi, Européens. Oui, ce que je voudrais ajouter à propos d'Israël, on parle beaucoup des élucubrations, ou en tout cas des propos assez incohérents de Donald Trump et de l'impasse
politico-militaire dans laquelle il se trouve. On parle moins de la situation politique de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui semble bel et bien avoir été à l'origine de cette guerre en décidant de la déclencher le 28 février pour tuer le guide suprême Khamenei et avoir convaincu Donald Trump de le suivre. Benjamin Netanyahou, ça peut commencer à devenir compliqué pour lui en Israël, parce qu'il est engagé dans une guerre qui coûte très cher à l'échelle de l'État Israël, et la taille de l'État d'Israël n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est pour l'instant une guerre qui n'a pas atteint les objectifs de guerre qu'il s'est fixés, puisque les fameux 400 et quelques kilos d'uranium enrichi, ils ne sont toujours pas récupérés. La menace, donc, elle flotte toujours dans l'air, la menace nucléaire, et le régime est toujours en place. Moralité, ce qu'on peut craindre pour le Liban, c'est que c'est un moyen, malheureusement on sait que c'est ça la loi de la politique, à un moment donné, de se reporter vers le Liban et d'offrir, j'allais dire, le Liban en trophée à la droite israélienne, sachant qu'il n'arrive pas à ses fins en Iran. Vous validez cette interprétation ou pas ? Oui, de toute façon, il y a aujourd'hui un débat qui commence à surgir en Israël sur l'opportunité et les modalités de l'opération, parce qu'il est question de mobiliser 400 000 réservistes, ce qui est colossal. Et le chef d'état-major, Eyal Zamir, a souligné le fait qu'effectivement, il y avait un risque de collapse pour Tsahal. Avec un besoin immédiat de 15 000. Alors ça fait ressurgir la problématique des ultra-orthodoxes qui ne sont pas mobilisés, alors qu'ils seraient mobilisables théoriquement, notamment les Haredim, etc. Donc c'est un sujet difficile pour Netanyahou parce que par rapport à son alliance gouvernementale avec les partis religieux, évidemment, ça pose un problème. Mais au-delà de cette question spécifique des religieux, des ultra-orthodoxes, il y a la question des buts de guerre sur l'Iran, pas sur l'Iran, parce qu'il y a un consensus sur l'Iran. En revanche, en Israël, en tout cas. Oui, parce qu'il y a. On va avoir l'occasion d'en parler. Oui, mais en tout cas, sur l'objectif des buts de guerre, il y a un consensus. Sur le Liban, c'est plus compliqué, parce qu'il y a la question récurrente, le serpent de mer du désarmement du Hezbollah. Mais en réalité, le désarmement du Hezbollah ne peut pas trouver une solution uniquement militaire. Or, Netanyahou veut montrer que cette solution peut être résolue de manière militaire. Ça peut être un volet, mais le problème de résolution de ce désarmement doit ça peut pas être politique pour lui. Oui, mais si, justement, le problème, c'est que pour arriver à cet objectif, il est fondamentalement politique. Il ne peut pas être que militaire. Il ne peut pas être que militaire. Benjamin Netanyahou a du mal à concevoir qu'il puisse être aussi politique. Il le sait, mais en même temps, par rapport à son électorat, etc., il n'arrive pas c'est-à-dire, en réalité, l'enjeu, c'est que la souveraineté libanaise puisse être suffisamment forte pour justement obliger le Hezbollah à se désindexer de l'agenda iranien. Mais c'est pas en faisant ça forcément que le but sera atteint, c'est le problème. Alors, rappel des titres tout de suite, on poursuit juste après.